Chers téléspectateurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité de ce soir, ce matin, le président de la République, Ange Razouel, a fait don d'un véhicule tout-terrain pour aider à préparer la 10e édition de la Journée mondiale de la jeunesse. La JMJ se tiendra à Antirabé, mais les déplacements seront nombreux, raison pour laquelle le président de la République a offert cette voiture à la Commission nationale des jeunes. Les détails avec Judica El-Ranjanirin. Pour contribuer à la préparation de la 10e édition de la Journée mondiale de la jeunesse catholique, le président de la République a offert aujourd'hui à la Commission nationale catholique des jeunes ce véhicule tout-terrain qui sera utilisé pour mener à bien les différentes sensibilisations des jeunes auprès des diocèses pour participer à cette Journée mondiale de la jeunesse catholique. Le président de la République a souligné que sa contribution pour cette 10e édition de la JMJ, qui se tiendra du 30 août au 4 septembre à Antirabé, ne se limitera pas à ce don. En effet, il s'est dit à l'écoute des éventuels besoins des jeunes pour mener à bien les préparatifs. Dans les actualités également, il est nécessaire de trouver une solution pérenne aux inondations récurrentes dans la ville et ses alentours à chaque saison de pluie. Selon le ministre de l'Aménagement du territoire et du service foncier ce jour, les eaux ne sont plus évacuées correctement, la ville s'inonde facilement, d'où la mise en place du projet Produire, un grand projet d'aménagement, mis à part la solution d'urgence qui est la suspension des remblais. La réalisation du projet durera une année. Les habitants touchés par le projet ont commencé à bénéficier de leur dédommagement ce jour. Fiti Miarkoufen sur les images de Yves Janel. Le plan d'aménagement de la ville d'Antananarive aurait dû être mis en place bien avant, d'après le ministre de l'Aménagement du territoire et du service foncier ce jour. Un plan définissant les procédures de remblai et de construction. Les constructions n'ont pas été correctement contrôlées ces dernières années, expliquant les innombrables constructions illicites. D'un autre côté, le nombre de la population croît rapidement, les infrastructures d'évacuation ne sont pas entretenues. Par conséquent, la ville s'inonde facilement en saison de pluie, comme on a pu le voir durant la récente saison cyclonique. Pour y remédier, l'État a adopté une solution d'urgence, la décision de suspendre le remblai. Désormais, tout projet de remblaiement doit passer au Conseil des ministres. Mais il est aussi nécessaire d'adopter une solution pérenne pour l'intérêt de la population d'Antananarive, d'où le projet Produire, un projet qui vise à améliorer la résilience aux inondations mais également à améliorer les conditions de vie des habitants des zones concernées par le projet. Produire consiste à améliorer le système de drainage, principalement au niveau du canal C3. Les canaux d'évacuation doivent être réhabilités afin qu'ils fonctionnent efficacement. Néanmoins, le projet touche des biens et des secteurs d'activité de 87 familles. Les responsables sont donc venus sur terrain pour trouver des solutions communes avec les parties prenantes. Il a donc été décidé que l'État malagasy va acheter les propriétés foncières concernées, une nouvelle propriété, un nouveau village leur sera également dédié afin qu'ils puissent vivre aisément. Ces derniers ont commencé à bénéficier de leur dédommagement ce jour. Produire est un projet financé par la Banque mondiale, un financement à hauteur de 75 millions de dollars qui va prendre en charge le dédommagement, la réalisation du projet, mais également la construction du nouveau village pour les 87 familles concernées. Toujours dans le cadre de l'aménagement de la ville et de la protection contre les inondations, une tractopelle à roues a été remise à la Pipa ce jour. Et dans les actualités sociales, la célébration du mois de la protection sociale a débuté vendredi dernier par un atelier. L'un des objectifs est de mettre à jour la stratégie de protection sociale à Madagascar. Le point avec Miarvoulet Sferan. La protection sociale fait partie de la politique générale de l'État. 14 régions bénéficient déjà des différents types de prestations sociales fournies par le gouvernement, tels que les vaccins, les Tuskiafamen, les Tenamour et autres Vatsnakunan. Durant ce mois dédié à la protection sociale, l'on procédera à l'évaluation et à la mise à jour de la stratégie nationale de la sécurité sociale qui a été mise en place en 2019 dans le cadre de l'amélioration du niveau de vie des ménages vulnérables. La sécurité sociale n'est pas qu'une subvention, mais contribue au développement du pays tout en atténuant la pauvreté des ménages les plus vulnérables. Différents programmes à travers les aides et soutiens aux familles les plus vulnérables, victimes de sécheresse,
d'inondation et de la pandémie Covid-19 ont été déployés. Autour de 15% des groupes cibles ont pu bénéficier de ce programme de protection sociale régulière tels que le vaccin Tuskafamel, Tsenamur, Vatsnapunana, Asa Avchanginj et tant d'autres dont les résultats sont tangibles. Ils ont pu améliorer leur résilience face aux diverses pressions et crises socio-économiques, entre autres la lutte contre la pauvreté. Les effets du Covid-19, la sécheresse dans le sud du pays et les inondations. Par ailleurs, 14 régions bénéficient déjà de ces programmes mis en œuvre par le gouvernement à travers le ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme. Les acteurs de la protection sociale sont nombreux. Le ministère de la Population en est l'exécutant. La Banque mondiale et l'UNICEF font partie des bailleurs de fonds pour la protection sociale. La sécurité sociale bénéficie à de nombreuses personnes et en ce mois de la sécurité sociale qui a débuté vendredi dernier, la vision est d'étendre la sécurité sociale aux personnes handicapées. Il convient de noter que la partie sud de l'île est l'une des principales bénéficiaires des diverses offres de sécurité sociale car elle compte le plus grand nombre de familles les plus vulnérables de Madagascar. Toujours dans les actualités sociales, les habitants du Fuktan d'Andutapenaka 1 donnent 48 heures au chef de district d'Antananarive pour résoudre les troubles liés à la nomination du nouveau chef de Fuktan. Les habitants ont réitéré aujourd'hui qu'ils n'acceptent pas la destitution de leur actuel chef Fuktan. Pour montrer leur refus, les habitants d'Andutapenaka 1 ont organisé une manifestation devant le bureau du chef de Fuktan aujourd'hui. C'est Changianas. Le chef Fuktan entrant d'Andutapenak a tenté 3 fois de procéder à une passation avec le chef Fuktan en exercice, mais cela a toujours été bloqué par les habitants. Ce nouveau chef est l'ancien adjoint du chef Fuktan qui a été démis de ses fonctions. Les habitants refusent la nomination du nouveau chef Fuktan, car cela s'est fait à travers une manœuvre frauduleuse. En effet, ce dernier a collecté des signatures en arguant que c'était dans le cadre des Vatstins, alors qu'en vérité, les signatures étaient une pétition pour évincer le chef Fuktan en exercice. Ce matin, il était venu avec sa lettre de nomination et d'abrogation de l'actuel chef Fuktan, signée par le chef district d'Antananarive, mais a été empêché par les habitants. Jusqu'à l'heure où on écrit, la passation de service entre l'ancien chef Fuktan et le nouveau chef Fuktan à Andutapenak n'a pas pu se faire. Les habitants ont donné 48 heures au chef de district pour résoudre ce problème. Dans un tout autre sujet, dans 4 jours, le mouvement populaire du 13 mai 1972 aura exactement 50 ans. Mais combien d'entre nous, surtout les jeunes, connaissent réellement l'histoire? Des événements dans le cadre de la commémoration de cette date débuteront demain à Antanaren, suivis des événements à Akatsu et ceux organisés par la présidence de la République. Détail avec Sai Sylvain et Sechenjanabou. 12 ans après la déclaration d'indépendance, c'est la Révolution avec le premier mouvement populaire de l'histoire de Madagascar. En 1972, les étudiants en médecine et en pharmacie de Befelatanen ont mené la manifestation. Tous les élèves d'Ankats ont suivi, et même leurs parents. Les revendications d'égalité ont été à l'ordre du jour face aux injustices et aux formes d'exclusion dont sont victimes les étudiants malagasy. Cela s'est transformé en mouvement pour la libération, pour rejeter toute forme de colonialisme moderne. Le mouvement estudiantin est devenu un mouvement populaire. Le 13 mai 1972, les manifestants se sont rassemblés devant la mairie, exigeant la libération des leurs, parmi lesquels des prêtres, des étudiants et des médecins envoyés à la prison de Nuslav la veille. Les manifestants réclamaient une véritable indépendance et la liberté pour le peuple malagasy. Les forces de répression ont tiré sur les manifestants, occasionnant plusieurs décès. Ce qui a sonné la fin du régime de Tsiranan qui remet les pleins pouvoirs au général Ramanantsoa. Actuellement, la lutte a 50 ans. Le flambeau est passé et les jeunes sont sensibilisés au patriotisme des manifestants. La célébration de cette année sera inédite.
Cela commencera à Antananarivo à partir de demain avec une représentation de l'événement du 13 mai 1972. À Ankatz, le jour J, des manifestations culturelles auront lieu, notamment avec le groupe Maaleu, dont le nom est étroitement lié à la lutte populaire. Il y aura également divers débats et expositions à la mairie d'Analakeli. Côté sport, les épreuves d'éducation physique et sportive du BEPC pour les élèves de la circonscription scolaire d'Avaradjan se dérouleront au stade d'Issaaf et au stade d'Agadanadjin, épreuves qui débuteront lundi prochain. Pour soulager les élèves, les terminus des taxis B sera temporairement installé à proximité du stade, selon les explications du chef Cisco d'Avaradjan, Fajesena Mireille Yves Janel. Les épreuves d'éducation physique et sportive du BEPC pour la circonscription d'Avaradjan débuteront ce lundi 16 mai et cela pendant 3 jours. Cette année, un changement a été opéré. Ainsi, pour les élèves issus de la commune de Massinjai, elles se dérouleront au stade d'Agadanadjin. Quant aux élèves des autres communes d'Avaradjan, ils les effectueront au stade d'Issaaf. Pendant les 3 jours des épreuves, le terminus des Buxi sera déplacé à proximité du stade d'Issaaf. L'objectif est de soulager les élèves. Pour les autres Cisco hors de la capitale d'Antananarivo, comme un Bujachim, les épreuves de PS ont débuté la semaine dernière. Et puis, les pilotes sont prêts à affronter la 3e édition du Rallye Motul qui se tiendra à partir de ce vendredi. Les équipages sont partis en reconnaissance hier. La longueur totale du parcours est de 128 km 600 à travers 12 épreuves spéciales. Felana Rakutuarsul, Andi Rakutuarsan. Kuluneradu, un duo de choc, se sont préparés depuis longtemps pour ce rallye Motul qui est maintenant à sa 3e édition et qui marque également la première manche du championnat de Madagascar de rallye. Un parcours de 128 km 600 constitué de 12 épreuves spéciales. Selon cet équipage mixte, l'objectif final est bien sûr le podium, mais l'essentiel est de participer. Ils étaient partis en reconnaissance hier. Par ailleurs, la décision d'exclure les SSV dans cette 3e édition du Rallye Motul a déçu plus d'un. Ainsi, les pilotes appellent à leur réintégration pour que tous puissent tenter leur chance, car en effet, cela a eu un impact sur le nombre de participants, explique Yann Lai. Le départ de ce Rallye Motul se tiendra ce vendredi 13 mai à Nkourjan et l'arrivée le dimanche 15 mai. Et c'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. Ce lundi 9 mai marque les célébrations par la Russie de la victoire sur l'Allemagne nazie, l'occasion d'une démonstration de puissance militaire en pleine guerre en Ukraine. De nombreux moscovites ont assisté à cet événement. France 24. Écoutez, c'est un petit peu, si je puis me permettre, comme le 14 juillet en France, les gens sont surtout venus ici en famille pour profiter du défilé, pour faire plaisir aux enfants, pour voir les blindés, et en cela ils étaient plutôt très contents. Le discours, disons, de Vladimir Poutine n'était pas au centre de leur intérêt, et peut-être que la pointe de déception, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de défilé aérien en raison des mauvaises conditions météo. Alors certains disaient qu'ils se consolaient parce qu'ils avaient pu assister aux répétitions. D'autres qui sont restés chez eux devant leur télévision ont pu combler cette absence de défilé aérien, regarder des extraits des éditions précédentes, des parades précédentes, mais sans doute que la déception elle est beaucoup plus grande chez Vladimir Poutine dans la mesure où ce défilé aérien devait être le clou du spectacle. Je vous rappelle que 8 avions de chasse étaient censés former un Z en soutien aux troupes russes actuellement en Ukraine, et qu'il y avait aussi, on parlait beaucoup de cet avion dit de l'Apocalypse, qui est un avion de commandement qui est adapté au conflit nucléaire et qui devait lui aussi traverser le ciel moscovite. Mais l'Ukraine ne laissera pas la Russie s'approprier la victoire sur le nazisme en 1945, a déclaré le président Volodymyr Zelensky lundi 9 mai, jour où la Russie fête en grande pompe la victoire dans la Seconde Guerre mondiale. France 24.
Tout à fait oui, et le moins qu'on puisse dire c'est que Vladimir Poutine n'a pas apporté de réponse. On ne sait pas ce qui va se passer aujourd'hui et au cours des prochains jours. Il y avait plusieurs possibilités, le spectre d'une guerre nucléaire qui avait été écarté notamment par les services de renseignement américains et ukrainiens qui disaient que la Russie n'était pas en train de mobiliser son arsenal. Il y a le fait que les troupes biélorusses sont en train de s'entraîner pour un entraînement d'urgence à la frontière avec l'Ukraine, ce qui s'était déjà produit en compagnie des troupes russes peu avant le début de la guerre ici en Ukraine. Et puis il y a aussi le fait que les navires de guerre russes, ces navires qui peuvent lancer des missiles, sont tous mobilisés dans la mer Noire selon des médias ukrainiens qui les ont vus quitter leur port d'attache, notamment dans la Crimée qui est annexée depuis 2014 par la Russie. Donc beaucoup de possibilités, mais pour l'instant très peu de réponses. Alors ici on s'attend à un redoublement des bombardements, notamment sur l'est et le sud du pays, mais aussi un petit peu ailleurs, puisqu'au cours des dernières semaines il y a eu une intensification des bombardements dans l'ouest et sur le centre de l'Ukraine. Le maire de la capitale, Kiev, Vitali Klitschko, l'a annoncé, il faut faire attention aux bombardements. Il le dit aux Ukrainiens qui ont tendance à ne plus aller se cacher dans les abris lorsqu'il y a des alertes aux bombardements. Eh bien là, il faut les respecter, ces alertes, il faut y faire attention. Il peut y avoir une intensification des bombardements au cours des prochaines heures et au cours des prochains jours. Mais voilà, depuis ce matin, et c'est la première fois depuis que je me trouve en Ukraine, il n'y a pas eu d'alerte au bombardement à Kiev. Alors est-ce que cela signifie quelque chose ou non? Eh bien on le saura au cours des prochaines heures. Et pour clore cette édition, les Philippins ont commencé ce jour à voter pour désigner leur prochain président. Un scrutin à fort enjeu pour lequel Ferdinand Marcos Jr., fils du défunt dictateur Ferdinand Marcos, est promis par les sondages à une victoire écrasante. Il pourrait donc succéder à Rodrigo Duterte. Le mandat du président actuel a été marqué par une violente campagne anti-drogue. France 24. Dans ce cimetière d'un quartier pauvre, les morts s'empilent depuis 6 ans. En 2016, au plus fort de la campagne anti-drogue, les fossoyeurs recevaient jusqu'à 30 corps par semaine. Aujourd'hui, par peur des représailles, c'est à visage caché qu'ils nous parlent. Quand on voit la douleur des familles, on ressent de la tristesse et de la colère. On n'a pas donné à ces gens une chance de s'expliquer, une vraie justice. On les a juste déclarés criminels, souvent à tort, et on les a tués. Nous, au moins, on creuse les tombes. On n'est pas ceux qu'on met dedans. Le président Duterte a pourchassé les dealers et les consommateurs. Mais son nettoyage a aussi fait beaucoup de victimes collatérales, éliminées par la police ou par des milices. Une nuit, 15 hommes masqués entrent dans la maison de cette femme et tirent sur son père. Ils ont vu qu'il était encore en vie, alors ils ont tiré à nouveau dans son cœur. Puis on m'a emmené dans une ambulance où il y avait des corps. J'ai vu mon frère cette fois et il était mort. J'ai dû ramener les 2 corps à la maison. Aujourd'hui, ce café, géré par une association, est tenu uniquement par des victimes de la drogue. Malgré toute cette détresse, eh bien, beaucoup de Philippins à qui j'ai pu parler sont finalement encore très favorables au président Duterte et à sa campagne contre la drogue. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle a créé un fort sentiment de sécurité, notamment dans les quartiers les plus pauvres de la capitale Manille. Aujourd'hui, c'est la fille de Duterte, Sara, qui se présente au poste de vice-présidente. Elle est associée à un autre candidat controversé, Ferdinand Marcos Jr., le fils du dictateur qui avait gouverné les Philippines de 1965 à 1986. Leurs opposants dénoncent une tactique pour empêcher toute enquête internationale contre les dérives de la guerre anti-drogue. Déjà sous Duterte, on a vu que les droits de l'homme sont en danger. Mais ça va être encore pire sous Marcos Jr. On ne veut pas qu'une dynastie politique s'impose dans ces élections. Ultra favorite dans les sondages, l'alliance Marcos-Duterte pourrait gouverner le pays pendant longtemps. Mesdames et messieurs, fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités. Au revoir et passez une excellente soirée en notre compagnie.